l'acquisition va se faire par deux prismes principaux, les réseaux sociaux, donc l'organique, dit-on, et les ads, donc la publicité payante. Ils vont arriver sur une page d'inscription, ils arrivent à notre webinaire. Ensuite, vous avez les ventes après le webinaire et ce qu'on appelle le nurturing, donc c'est la relation, ce que vous allez pouvoir entretenir comme relation après pour pouvoir les réinviter potentiellement à d'autres événements, qu'ils soient prospects ou clients. On a parlé de la méthode à 500K. C'est une méthode effectivement qui me rapporte entre 500 000 et 1 million d'euros par an. Ce sont toutes les personnes qui n'ont pas acheté lors de mes webinaires, mais que je réinvite plus tard et ils reviennent plus tard parce que j'ai maintenu la relation. Et pour maintenir la relation, il faut tout simplement converser avec eux. La méthode mail, ça vous donne une structure pour vous aider à voir comment vous pouvez converser avec eux. Donc, vous pouvez converser au quotidien en leur montrant ce que vous faites au quotidien. Donc, c'est pour leur montrer, vous leur apporter de la valeur, vous les interroger sur leur vie, vous leur poser des questions, vous susciter des interactions. Vous pouvez lancer une invitation ensuite à vos événements et vous pouvez faire également du partage de résultats, que souvent celui des autres élèves. OK ? Bien. Merci Jody, merci Jean pour cette introduction. Vous avez peut-être reconnu, il s'agissait de Jody Cavalli, l'un de mes clients, et qui parlait d'un sujet hyper important, qui est la fidélisation du client. Donc il expliquait ici que la méthode que j'ai mis en place chez Jody lui rapporte entre 500 000 et 1 million d'euros par an. J'ai fait le calcul. Mes services lui rapportent au minimum 4900% de plus que ce qu'il lui coûte. Donc, c'est de ça qu'on va parler. Et on va parler de quelque chose que je trouve extrêmement important et qui est un sujet que je ne vois pas être traité. D'ailleurs, je suis curieux, franchement, je suis honnêtement curieux. Si vous avez contenu là-dessus, je serais curieux de pouvoir le consulter. Mais on va parler de back-office versus front-office. Voilà, on va voir aujourd'hui un petit peu ces deux mondes-là qui s'affrontent et comment aujourd'hui, quelle est en tout cas mon analyse actuelle sur le marché en France, où est-ce qu'on se situe, est-ce qu'on est bon, voilà, est-ce qu'on peut optimiser certaines choses, on va regarder tout ça. Moi, en tout cas, d'après mon analyse, aujourd'hui, chaque mois, vous perdez de l'argent parce que vos mails vont dans les spams. Les gens achètent une fois, puis disparaissent. Votre liste est pleine de prospects froids, voire morts. Vous concentrez du coup toute votre intention, toutes vos ressources sur l'acquisition de nouveaux clients. Et du coup, ce que vous faites aussi, c'est que vous mesurez les achats uniques et pas la LTV. Ça, c'est vraiment mon constat aujourd'hui. C'est un grand classique, c'est que on va mettre tout sur le front office, donc sur la vitrine. On va mettre en avant ce qu'on fait. On va créer du contenu. On va mettre une agence typiquement qui va aller nous créer du contenu pour les réseaux sociaux. On va peut-être payer une équipe de tournage justement pour venir filmer tout ça, peut-être un copywriter également pour écrire les contenus, pour trouver les idées, trouver les sujets, ensuite un community manager qui va aller gérer tout ça. Pourquoi pas mettre aussi un setter qui va essayer de closer les gens qui nous écrivent en message privé. On va modérer les commentaires, etc., réagir pour à chaque commentaire, y répondre, on va mettre une équipe aussi là-dessus pour augmenter la visibilité du post parce que les réseaux sociaux, ils apprécient quand il y a un commentaire, il y a une réponse et ainsi de suite, etc. On va payer évidemment un média buyer pour mettre en place toutes nos publicités, mais évidemment aussi un copywriter pour écrire les pubs. On va payer une équipe de tournage, une équipe qui va faire le montage et le média buyer qui va ensuite diffuser toutes ces choses. Et puis, ça, c'est pour l'effort vraiment pour tout ce qui est front office. Donc, si les infopreneurs avaient une boutique, voilà, ils allaient... Moi, mon constat actuel, c'est que vraiment, on a un 20-80. Donc, 80% des ressources sont mises. Bien sûr, il y a des exceptions, et heureusement. Mais de manière générale, de mon point de vue, eh bien, toute l'énergie, tout le focus, toutes les ressources sont mises sur
la devanture. Ok, il faut qu'on ait l'air beau, riche, célèbre. Il faut qu'on ait l'air d'avoir plein de super résultats. Mais que se passe-t-il une fois qu'on est dans le back-office? Que se passe-t-il une fois qu'on devient un client? Ok. Et c'est sur ça qu'on va s'attarder. On va voir est-ce que vraiment c'est bien de faire ça et il n'y a pas moyen de faire autrement. En tout cas, moi, d'après mon expérience, ça ne va pas. Mon expérience en tant que client de formation, typiquement récemment, j'ai rejoint un mastermind et c'était très sexy. Vraiment, j'ai reçu, voilà, j'ai été happé par une pub. Et puis voilà, j'ai demandé à avoir plus d'infos. Je me suis inscrit du coup, j'ai laissé mon email, j'ai commencé à recevoir une séquence d'emails qui était franchement assez bien faite. Et voilà, ça m'a convaincu. Franchement, le mastermind avait l'air très intéressant et semblait vraiment correspondre à mes envies, à mes besoins, etc. Donc, et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'une fois que je suis rentré, bah, j'étais super surpris. C'est que j'ai payé, du coup, j'ai payé l'adhésion à ce mastermind et j'ai pas reçu d'email de confirmation. Donc, je ne savais même pas, j'étais même pas sûr que mon paiement avait été bien reçu, que mon inscription était validée. Et en fait, il y avait plus rien, en fait. Ce qui s'est passé derrière, c'est que bah, j'ai contacté du coup la personne qui organisait le mastermind. Je lui ai écrit des messages, on a échangé ensuite sur LinkedIn. Et je lui ai écrit, étant, je viens de rejoindre ton mastermind, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas d'email. Est-ce que ma demande d'adhésion a bien été prise en compte? Oui, oui, t'inquiète pas, tout est réglé de notre côté, ça va arriver, etc. Et puis euh, finalement, j'ai pas de nouvelles pendant quelques mois. On me dit, bah écoute, patiente un petit peu. Bientôt, on va organiser des lives parce que ça se fait sur Internet. Donc, on va organiser des lives avec tous les gens du mastermind. Et du coup, tu vas recevoir prochainement les infos. Rassure-toi, ça va juste être dans un mois et demi, quelque chose comme ça. Et je t'enverrai les infos. J'attends, je me dis, bon, il a mon email, il va forcément me contacter. Et voilà, tout va rouler. Et puis finalement, un mois et demi passe, j'ai pas de nouvelles. Je commence à m'inquiéter, j'essaye de regarder sur ses réseaux sociaux s'il n'a pas publié quelque chose pour trouver des infos. J'essaie de retrouver la page sur son site internet et j'essaie de voir s'il n'y a pas une page où il y a les infos et je trouve rien. De nouveau, bah, je le contacte en message privé, j'attends un petit peu, ça met du temps à répondre. Bon, finalement, il me répond oui, oui, t'en fais pas. Finalement, le live aura bien lieu. Ce sera à telle date, je vais t'envoyer là le lien maintenant. Donc voilà, tu n'auras plus qu'à te connecter. Et donc en fait, ça a été vraiment pour moi un choc parce que ce mastermind, il m'a coûté 25 000 euros. Donc c'est une énorme somme d'argent. Il était extrêmement sexy, extrêmement prometteur. Donc vraiment, tous les efforts avaient été mis sur le marketing, quoi. Le marketing était super bien fait. Le copywriting était très bon aussi. Et c'est ça qui m'a convaincu. Et puis finalement, une fois que je suis arrivé, donc le front office était magnifique, mais une fois que j'arrive dans le back office, une fois que je deviens client, bah là, l'expérience, elle est pas bonne en fait. Mon expérience, elle est décevante. Et là, évidemment, je parle d'un cas précis, particulier, et je dis pas que tout le monde fait ça. J'ai évidemment souvent été aussi bien reçu, mais de manière générale, et vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est vraiment le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est euh, beaucoup, je pense, à cause du marché américain. Hustler, faut foncer, faut vendre, 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 vendre. Et le focus est vraiment mis là-dessus. Et du coup, le problème, c'est que nous, on n'a pas cette culture-là, en fait. En France, nous, bah, on veut quand même du résultat. On veut quand même être accompagné. On est quand même le pays en France du luxe, donc où on sait recevoir. Il y a l'art de recevoir, l'art de la table, l'art de... Enfin, les gens sont pas bêtes, en fait. Ils ont envie d'avoir un résultat, ils ont envie de se sentir important. Ça fait partie juste des besoins fondamentaux. Vraiment, quand vous lisez le livre Comment se faire des amis,
on découvre, je crois même, c'est probablement peut-être même un des 2, 3 premiers principes, c'est l'être humain a profondément le besoin de se sentir important. Donc, de se sentir évidemment respecté, de se sentir écouté, de se sentir chouchouté. Pourtant, aujourd'hui, on a souvent, en tout cas moi, j'ai souvent juste l'impression d'être un numéro. Et j'ai vraiment l'impression, ça me fait penser typiquement à quand je pars des fois en voyage. Je me souviens, bon, je vais pas dire les noms des pays pour pas froisser les gens, mais voilà, je me souviens de certains voyages dans des souks, dans des marchés ou près de lieux touristiques où on est assailli par des rabatteurs, des gens qui nous voient juste comme un portefeuille, un porte-monnaie sur pattes et pas un être humain en fait. Il n'y a plus aucun respect. D'ailleurs, j'avais raconté cette anecdote il n'y a pas si longtemps à des amis où je me souviens d'être sur une place d'une capitale célèbre européenne magnifique. J'étais avec ma sœur et je me fais vraiment harceler par des gens qui essayent juste de me vendre des trucs à la sauvette. Toutes les 2, 3, 4, 5 minutes, il y a quelqu'un qui vient essayer de me vendre, qui vient essayer de nous vendre quelque chose. Et je me souviens très bien d'une dame qui était là, qui a assisté à la scène, qui était un peu plus loin, assise sur des escaliers, et qui assiste à la scène. Et puis, elle se lève et elle commence alors c'était dans une langue que je ne comprenais pas, mais elle commence, je comprends en tout cas par les gestes, par l'attitude, qu'elle chasse, elle chasse ses vendeurs, ses rabatteurs. Parce qu'elle a eu l'empathie, elle a compris, elle s'est dit, mais les pauvres, quoi, ils sont venus dans notre pays visiter, voir un lieu magnifique et passent un très mauvais moment parce que ils sont juste pris pour des portefeuilles, ils sont pas respectés. Et ça, malheureusement, je le vois trop. Et je le vois à cause de cette culture américaine de il faut vendre, 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 il faut faire du cash. Et moi, à la limite, je suis encore pire. Moi, je veux encore plus faire de cash que ces gens-là. Et je pense que l'erreur aujourd'hui, c'est de penser que pour faire du cash, il faut juste faire du marketing et il ne faut pas délivrer une bonne expérience client. Il ne faut pas chouchouter les gens. Il ne faut pas, il faut pas faire ça. Et faire en sorte que les gens aient l'air spéciaux, aient l'air importants. Et parce que si tu veux vraiment, vraiment plus de cash, l'idée, c'est de fidéliser les gens. Et ça, c'est vraiment ce à quoi je pense. Mais aujourd'hui, le problème, donc non seulement il y a cette culture américaine, hard sales, tu vois, et puis il y a du coup l'influence des copywriters américains sur les copywriters français. Et les copywriters d'antan, des années 60, les Gary Albert, notamment Eugène Schwartz, etc., qui sont de merveilleux copywriters, nés pour leur époque. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les copywriters, quand ils se forment au copywriting et qu'ils lisent ces bouquins, il n'y a plus rien pratiquement qui a été produit pour de la formation. Je veux dire, il s'est passé quand même 60 ans entre les écrits de ces copywriters et puis il y a eu des millions et des millions et des milliards de chiffres d'affaires qui ont été générés par des écrits, par d'autres copywriters, tout de même partout dans le monde. Et pourtant, aujourd'hui, en France, quand vous allez vous former, on va vous parler de ces vieux copywriters avec leurs vieilles méthodes qui sont calibrées pour faire une seule vente. Et pourquoi elles sont calibrées pour faire une seule vente? Bien parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de moyen tout simplement de faire de la rétention. Donc, le système à l'époque, c'était de faire une vente à travers un courrier. Donc, littéralement, ils écrivaient une lettre, une page de vente, sauf que là, à l'époque, ça s'appelait une lettre de vente, puisque c'était une lettre, c'était pas une page. Aujourd'hui, c'est une page parce que c'est une page web. Ok. Donc, ils écrivaient des lettres de vente. Et puis, ils mettaient ça dans une enveloppe et ils l'envoyaient un peu partout, par la poste. Et puis voilà. Donc, ils vendaient des cours par correspondance, par exemple, des choses comme ça. Et puis, il y avait un petit bon à remplir le client s'il était intéressé. Je sais pas, je veux acheter un cours par correspondance pour,
Je m'en souviens d'une des pubs, ils avaient écrit un guide pour trouver un emploi. Bah voilà, si vous étiez en recherche d'emploi, bah vous voulez commander le guide, vous remplissez, vous mettez votre adresse, etc. Vous mettez un chèque, vous envoyez ça par courrier et vous recevez votre guide à la maison. Mais il y avait rien qui a été pensé pour, ok, on va faire du repeat, on va faire en sorte que les gens rachètent encore et encore. Donc, du coup, c'était pas important de faire un bon produit. On s'en fiche si finalement le guide il était bon ou pas, puisque de toute façon, bah nous on n'avait rien d'autre à leur proposer. On s'en fiche si on fait des fausses promesses dans notre lettre qui a été envoyée par courrier. On s'en fiche. Qu'est-ce que les gens vont faire? De toute façon, ils n'ont pas Internet, ils n'ont qu'un moyen de porter plainte. À la limite, ils vont en parler autour d'eux, mais finalement, les conséquences vont pas être très graves plus que ça. Donc c'est pas grave si on fait une fausse promesse, c'est pas grave si on fait une fausse promo, etc. L'important c'est de vendre maintenant et peu importe les conséquences, peu importe s'il n'est pas satisfait, peu importe si on en a trop fait, c'est pas grave. Et du coup, le problème c'est qu'aujourd'hui, bah, clairement les choses ont changé. Clairement, on n'est plus en 1960. Aujourd'hui, les gens sont connectés, ils ont les réseaux sociaux pour échanger. L'être humain est un être qui adore communiquer, c'est ce qui nous différencie, c'est une des caractéristiques qui nous différencie le plus par rapport aux animaux, c'est que nous, on a la capacité de parler, la capacité de s'écouter et de communiquer. Donc, quand on est insatisfait, surtout quand on est insatisfait, on va faire du bruit, on va se plaindre, on va aller peut-être sur Trustpilot, mettre un mauvais commentaire, on va peut-être aller sur Google My Business, mettre une mauvaise évaluation. On va aussi peut-être aller s'en plaindre sur nos réseaux sociaux et on va en parler autour de nous. Donc, est-ce que ça a vraiment du sens aujourd'hui? Et ça, c'est pour moi vraiment le vrai problème, c'est le mindset des copywriters qui sont mal formés, qui sont formés pour faire des fausses promesses, des fausses promotions, créer de la fausse urgence, créer des faux témoignages ou un petit peu bidouiller, améliorer, voilà. Et puis, promettre de faux résultats que les gens ne pourront pas avoir. Donc, en réalité, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ces copywriters font? Ok? Eh bien, ils détruisent instantanément la confiance que les gens ont en toi. Ok? Dans ton business d'infopreneur. Si tu laisses faire, si tu continues comme ça va avoir des conséquences. Mais avant de voir ça, voyons ce qui se passe. Donc, ok, les copywriters, ils en font des caisses. Eux, ils pensent ils s'en fichent si ton business il est pérenne. Eux, ils veulent du résultat maintenant. Et c'est pas grave si dans un an, tu as une sale réputation. Et moi, franchement, ça fait 7 ans que je suis dans ce milieu. En tout cas, que j'ai commencé mon activité de copywriter. Aujourd'hui, je suis plutôt ingénieur relationnel. Mais quand j'ai commencé, j'étais copywriter. C'était il y a 7 ans. Et avant même de commencer, bien sûr, j'ai suivi le monde de l'infoprenariat pendant 1, 2, 3 ans avant enfin de me décider et enfin de commencer à mon activité. Donc, ça fait peut-être 10 ans, 10 ans que je m'intéresse à ce milieu-là. Et j'en ai vu, mais vraiment, j'en ai vu beaucoup briller. C'était des stars, franchement, c'était des stars. Il y a 10 ans, c'était voilà, ils remplissaient des salles de séminaires de milliers de personnes. C'était les gourous de l'époque et qui aujourd'hui ont totalement disparu. On les voit nulle part. De temps en temps, d'ailleurs, on en voit un qui pop-up à droite, à gauche et je les vois, je me dis, ah putain, ouais, il y avait lui, c'est vrai. Et il y a peu de gens qui perdurent vraiment longtemps. Pourquoi? Parce que à cause de ces deux choses, à cause de ce mindset américain qui est, voilà, vendre coûte que coûte. Tant pis, vaut mieux faire une vente maintenant, même si on en loupe 10 derrière. Ok. Et ce mindset, ces copywriters, pareil, américains, en mode, j'ai rien contre les Américains d'ailleurs, mais ils sont de très bonnes choses également, évidemment. Mais là, c'est ces copywriters qui sont focus, calibrés pour faire une vente, faire du one shot. Pourtant, les meilleures entreprises au monde, c'est pas ce qu'elles font. Et on verra un peu plus tard, je vais donner quelques exemples. Mais du coup, c'est quoi les conséquences? Qu'est-ce qui se passe si tu continues comme ça? Si tu laisses ton copywriter continuer
à détruire la confiance que les gens ont en toi en leur mentant, en fait, tu commences la relation tout de suite par plein de mensonges. Donc, franchement, est-ce que ça peut vraiment aboutir à quelque chose de super positif? Ok. Donc, c'est quoi les conséquences? Ben, c'est ta réputation. Ok. Donc, comme on a vu, les gens parlent. Donc, ta réputation, c'est que tu mets 10 ans à construire une bonne réputation, tu mets 10 ans à faire en sorte que les gens aient confiance en toi, à travailler sur ton branding, sur ton image, puis tu confies ton copywriting à ton copywriter qui lui met 10 minutes à tout détruire. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le client arrive, tu as mis tout ton blé sur toutes tes ressources sur l'acquisition. On arrive, on n'a pas une bonne expérience client, on nous a promis plein de trucs, finalement, on les a pas. Finalement, on se sent pas assez suivi, pas assez accompagné. Les coachs, on en a, mais bon, finalement, c'est des coachs qui sont pas plus avancés que nous, puisque souvent, d'ailleurs, ils sont recrutés parmi les clients. Donc, c'est des gens qui étaient dans le process de faire la chose. Voilà, ils ont acheté peut-être une formation, mettons qu'ils ont acheté une formation sur le closing. Voilà, mais ils n'ont jamais closé de leur vie. Ils étaient dans le process de la formation. Et ils ont été repérés parce qu'ils avaient l'air d'être super engagés. On les engage en tant que coach. Et puis ensuite, ils vont enseigner aux autres à devenir coach, à devenir closer, alors qu'eux-mêmes n'ont pas exercé. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais bref. Donc, donc du coup, la conséquence, c'est qu'il n'y a pas de repeat. La conséquence, c'est que tu achètes une fois, et puis les gens sont déçus, et puis ils s'en vont. Et du coup, ce qui te met dans un cercle vicieux. Du coup, tu es obligé de nouveau mettre encore plus de ressources sur l'acquisition. Ok, il faut que je fasse encore plus de contenu, il faut que j'améliore la qualité du contenu, il faut peut-être que je change le décor, il faut peut-être que j'engage une meilleure équipe, il faut peut-être que j'engage un meilleur copywriter, il faut peut-être que je double mes budgets pub, et voilà, et on met encore plus d'efforts marketing, encore plus d'acquisition. Ok. Et ensuite, pour convaincre les gens, puisque maintenant ils sont un poil plus méfiants et notre réputation a baissé, il faut qu'on fasse encore plus des caisses. Ok, on va ton copywriter va promettre encore plus, il va encore plus mettre la pression sur les gens, créer encore plus d'urgence, faire encore plus de fausses promos. Aujourd'hui, rabais exceptionnel, vraiment, c'est incroyable. Je vais t'offrir mon PDF, mon ebook, qui est d'une valeur de 5000 euros, je vais te l'offrir aujourd'hui. En plus, si tu achètes aujourd'hui avant minuit, je vais t'offrir, je sais pas moi, une masterclass exclusive que j'ai eue avec un tel, et ça, c'est une valeur de 2000 euros. Je vais en plus t'offrir, enfin bref, on en fait encore plus, et encore, et encore. Et du coup, on fait monter la hype, on fait monter l'envie, le désir, évidemment, ok. Il y en a qui vont craquer, qui vont acheter, mais qu'est-ce qui va se passer après? Parce que les gens, bah, ils sont quand même pas idiots au point, ils n'ont pas une mémoire de poisson rouge au point de totalement oublier ce que tu avais promis, genre hier, je deviens client aujourd'hui, et je vois quoi? Je vois que c'est pas si simple, je vois qu'en fait, j'ai l'impression d'être trompé, tu vois. Et et moi je pense que, mais on verra ensuite les solutions. On va continuer sur les conséquences. Les conséquences si rien ne se passe, ok? Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Du coup, tu perds du temps sur des leads qui sont pas de bonne qualité, parce que du coup, avoir un marketing agressif, de grosses promesses, etc., ça va pas attirer les bonnes personnes. Les personnes vraiment de qualité, euh, à mon avis, c'est pas ces gens-là. Ces gens-là, oui, ils vont peut-être se faire avoir une fois, mais ils ont pas assez d'expérience dans la vie, ils ont pas assez d'expérience dans le business pour se faire avoir une deuxième fois, en fait. Ok. Euh, donc, du coup, ça avance pas. Donc, du coup, tu peines à transformer cette audience en client payant régulier. Ok. Évidemment, tu es submergé par le besoin constant de créer du contenu, de créer des publicités. Du coup, ça te prend énormément de temps. Et en plus, ça convertit de moins en moins. Ok. Ça te prend du temps, ça prend de l'argent. Créer du contenu, ça prend beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Et la pub, c'est pareil. Ok. Du coup, ta croissance, elle est instable aussi. Parce que
je vois aujourd'hui énormément le business model, le fait de ne pas avoir euh, vraiment réfléchi à une gamme de produits, de ne pas avoir créé un système qui te permet de vendre de manière régulière. Je vois le modèle actuel, c'est de faire beaucoup des challenges. Euh, le problème de ça, c'est que tu peux pas faire des challenges. Déjà, ça demande une organisation monstrueuse. Il faut une énorme équipe. Bref, ça prend beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup d'argent, beaucoup de ressources. Donc, tu peux pas. Et puis, il faut aussi que ça soit un momentum. Si finalement, on a des challenges tous les 15 jours, bah, finalement, pourquoi j'irai à celui-là puisque j'en ai déjà un dans le 15 jours, etc. Voilà. Donc, ça veut dire que tu dois, les gens qui ont ce business model, donc ils euh, doivent faire toutes leurs ventes un instant T, et puis pendant 3 mois, ils doivent tenir avec tout cet argent. Il n'y a plus d'entrée d'argent, et derrière, on va revendre encore une fois. On va essayer de trouver de nouveaux prospects, ok. Et la question, ouais. Donc ça, donc la conséquence de ça, c'est que ta croissance, elle est totalement instable. Donc du coup, le fait de devoir constamment créer du contenu et créer des ads, ça veut dire que ton activité dépend de ta présence active, parce que les gens, ils ont envie de te voir toi dans les pubs et ils ont envie de te voir toi dans les contenus. Donc, le fait de ne pas vendre à tes clients actuels, ok, par exemple à travers des emails, ben, ça t'oblige à être tout le temps devant la caméra, à faire des vidéos, que ce soit pour des pubs ou que ce soit pour la création de contenu. Donc voilà, forcément, tu n'as pas de temps. Voilà, c'est génial. Aujourd'hui, tu arrives à avoir un beau chiffre d'affaires. Tu fais peut-être plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Tu as l'argent, tu as la liberté financière, mais tu n'as pas la liberté temporelle. Donc tu ne peux pas en profiter. Tu ne peux pas profiter de ta vie. Tu ne peux pas profiter de ta famille, de tes amis. Voilà, de toutes ces choses qui t'ont motivé aussi à travailler dur. Bah, résultat, à cause de ça, bah, tu ne peux pas vraiment profiter pleinement. Donc, du coup, la conséquence, c'est aussi que tes revenus, eh ben, malgré l'augmentation de tes investissements, malgré tous tes efforts de prospection, d'acquisition, de publicité, etc., de marketing, eh ben, tes revenus, même s'ils augmentent, tes bénéfices, eux, stagnent, voire baissent. Parce que acquérir des clients, c'est aujourd'hui, on sait comment faire. Enfin, tu fais des pubs, des belles promesses, et voilà, et les gens cliquent et les gens viennent, ok. Mais le problème, c'est que ça coûte de plus en plus cher de faire ça. Et du coup, tu n'as pas la rentabilité derrière. Tout ça, ça engendre quoi? Ça engendre de la fatigue, ça engendre du stress, de l'anxiété, et tu as l'impression d'avoir un plafond de verre où tu te dis, mais comment je vais enfin avoir une activité qui est super rentable en fait? Pourquoi je m'épuise? Donc c'est là, on va voir, maintenant on va passer à la partie où je vais vous apporter en tout cas de mon point de vue ce qui est la solution pour faire ça. Donc aujourd'hui, tu as un panier percé, tu mets 80% de tes ressources, de ton argent dans l'acquisition et pas dans la rétention. Et c'est ça la solution. Et ça, c'est totalement, quand tu y réfléchis, c'est totalement absurde de dépenser des millions dans l'acquisition si derrière, c'est pour envoyer tes clients potentiels vers une mauvaise expérience client, vers un produit qui est certes génial, mais qui va quand même décevoir les gens à cause du copywriting derrière. Donc, c'est vraiment un gaspillage. Donc, ce que tu dois faire, c'est changer l'état d'esprit. C'est clairement se dire, OK, je vais mieux servir les gens, en fait. Ou plutôt que de mettre tout mon focus, de mettre toute mon énergie, mon argent, etc. sur l'acquisition, je vais plus équilibrer. Je vais faire en sorte de mieux servir les gens. Je vais faire en sorte qu'ils aient une meilleure expérience client. Je vais faire en sorte peut-être aussi de promettre moins, mais de délivrer plus. Plutôt que d'aller de mauvaise surprise en mauvaise surprise, parce que j'ai tellement promis et puis que les gens vont de déception en déception. Non, je vais promettre un peu moins, mais je vais délivrer beaucoup plus. Du coup, les gens enchaînent, tu rentres dans un cercle vertueux. Waouh! En fait, il m'avait pas dit, il m'avait promis que, je sais pas, j'aurais
un mois de coaching personnalisé avec un coach et finalement, c'est plutôt un mois et demi. Waouh, il m'offre en fait les 2 premières sessions. Je pensais qu'elles étaient incluses, mais en fait, les sessions bilan, on fait juste le point, nanana, elles sont offertes. OK, par exemple. OK. Donc là, t'enchaînes comme ça les expériences positives. Waouh, on est surpris. C'est beaucoup mieux que ce que je le pensais, typiquement. Ensuite, donc améliorer l'expérience client. Ça, c'est vraiment le truc. Ensuite, virer le mauvais copywriting. OK, les fausses promesses, la fausse urgence. Commencer la relation par mentir aux gens, ça finit mal, tout simplement. Donc ici, ça va être vraiment d'augmenter au maximum la confiance que le client peut avoir en nous. Parce qu'une fois qu'on a confiance, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on a confiance dans une entreprise, une fois qu'on a confiance en quelqu'un, une fois qu'on a confiance dans un entrepreneur, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de racheter, on a envie de rester. Pourquoi on partirait? Il n'y a aucune raison valable puisque c'est génial. Moi, je suis bien traité, je suis considéré, je suis quelqu'un qui est pas vu juste comme un portefeuille sur pattes. Voilà, je suis important, je suis bien accompagné, je suis bien suivi. euh, j'ai une bonne expérience, tout se passe merveilleusement bien, j'enchaîne les bonnes surprises. Bah, génial, je reste en fait. Et peu importe si derrière, il y a un client qui fait un concurrent, parce que ça, aujourd'hui, c'est aussi devenu un énorme problème. C'est que l'accessibilité à la publicité a totalement explosé aussi avec l'arrivée des IA. C'est-à-dire que c'est devenu de plus en plus simple. La barrière à l'entrée aujourd'hui pour faire de la pub, ça s'est totalement démocratisé. Je me souviens encore, il y a quelques années, il y avait beaucoup de médias buyers, beaucoup de gens qui essayaient de pousser la pub, de convaincre finalement les gens, d'éduquer les gens en leur disant voilà, il faut faire de la publicité, l'acquisition payante, c'est hyper important. Aujourd'hui, c'est complètement, ça a totalement disparu. Plus personne ne fait ça parce que tout le monde est d'accord qu'il faut faire ça et tout le monde est en train de faire ça. La conséquence du coup, c'est que la compétition a augmenté, c'est qu'avec les IA, on écrit plus vite un script peut-être, on va peut-être plus vite monter une vidéo, etc. Donc, la barrière est beaucoup plus basse. Du coup, la concurrence est beaucoup plus rude. Mais comme toi, tu fais un produit exceptionnel, comme tout se passe comme sur des roulettes quand les gens deviennent clients, ben, peu importe si machin, truc, bidule, il fait un séminaire au même moment que toi, le même jour que toi, peu importe si lui fait un challenge au même moment que toi, peu importe si lui, il a une offre en béton, tu t'en fous. Parce que quand tu es content, tu restes en fait. Surtout si tu as construit un écosystème. Et ça, on va voir juste après, je vais te donner des exemples concrets de marques qui ont créé des écosystèmes et comment elles font pour avoir du repeat order de manière permanente. Donc ici, c'est vraiment ça. C'est comment je peux rééquilibrer les ressources, comment je peux virer mon copywriter ou trouver quelqu'un qui est un expert de la relation client, qui met la relation de confiance avant tout, parce que il veut encore plus de ventes en fait. Finalement, c'est ça en fait. C'est ça qui est paradoxal. C'est qu'on pourrait penser, ok, ouais, mais les vrais copywriters, ils veulent vendre, vendre, vendre. Oui, mais eux, ils veulent vendre qu'une fois. L'ingénieur relationnel, lui, c'est encore plus, entre guillemets, un requin. Lui, il veut pas vendre une fois, il veut vendre 2 fois, 3 fois, 10 fois, 100 fois à vie. Okay. Donc, c'est vraiment faire ça. C'est remplacer ton copywriter, ton mauvais copywriter par un ingénieur relationnel. Et du coup, la question, ok, on peut se demander, ok, mais est-ce que tout ça, ça marche vraiment? C'est quoi les preuves? Parce que oui, ouais, tu dis ça, mais franchement, tous les business, ils sont comme ça. Les ricains, ils font tous pareil. Euh, pourquoi est-ce que vraiment je devrais mettre la confiance, la relation, chouchouter les gens en avant? Voilà, les gens sont comme ça, ils achètent une fois et puis partent sur autre chose et ça sert à rien en fait. Ça sert à rien d'essayer de fidéliser. C'est comme ça, c'est la vie. Ok, on va regarder. Il y a évidemment le témoignage de Jody que vous avez entendu, avec Jean Hollander qui a acquiescé de la tête. Vous l'avez vu si vous êtes si vous me regardez en vidéo, évidemment, vous l'avez vu. Si vous êtes en podcast, voilà, au début de l'épisode, j'ai passé un petit extrait vidéo qui, vous n'avez pas besoin de le voir honnêtement.
L'audio était amplement suffisant, mais il expliquait que c'est ce que je fais pour Jody depuis 3 ans. Donc, une fois que la personne nous a découvert, une fois qu'elle est rentrée, qu'elle a saisi son adresse email parce qu'elle est intéressée, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va évidemment, Jody lui propose un premier produit, et puis bien sûr, il y a des gens qui achètent, et puis il y en a qui n'achètent pas. Contrairement à ce que la plupart, ou en tout cas beaucoup de gens font, nous on laisse pas tomber les gens. On dit pas, ok, vous êtes idiot, vous êtes bête, vous n'avez pas le mindset, c'est votre faute à vous, vous achèterez jamais. Nous, on va aller s'occuper de trouver de nouveaux prospects. Non. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On baisse pas les bras. C'est des gens qui ont signalé de manière hyper concrète et explicite, j'ai un problème. Ok, ils étaient sur les réseaux sociaux. De manière générale, ça se passe comme ça. Je suis sur les réseaux sociaux, je vois une pub, ou je suis sur LinkedIn, tiens, je vois que machin a commenté le post d'un tel. Ok, je découvre la personne. Tiens, c'est intéressant ce qu'il dit. Tiens, il me propose de laisser mon email pour obtenir quelque chose, pour peut-être s'inscrire à un webinaire, peut-être s'inscrire à un challenge, peut-être récupérer, je sais pas, peu importe, une ressource gratuite. Ok, je découvre la personne. Donc ça veut dire que vous l'avez séduit, ça lui a plu, ce que vous avez dit. Il se sent concerné, il a effectivement ce problème, il le reconnaît. Ok. Et il est venu pour en savoir un peu plus. Vous n'avez pas réussi à le convaincre, mais c'est pas mort pour autant. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On travaille sur la relation. On n'abandonne pas le prospect et on abandonne encore moins le client, puisque le client il a acheté, c'est qu'il était encore plus convaincu que le prospect. Donc lui, on va lui proposer d'autres produits. Ça, c'est vraiment la solution et c'est ça qu'on fait avec Jody. Jody, il a vraiment construit un écosystème de plusieurs produits qui résolvent tous les produits, enfin de plus de problèmes possibles des gens qui le suivent. Donc clairement, l'une des choses que vous pouvez faire, c'est ça. Et du coup, la rentabilité, moi, mes emails, je les facture pas 1 million d'euros par an. Pourtant, ça lui rapporte entre 500 000 et 1 million d'euros. D'accord? Donc là, clairement, si vous aviez un doute sur le fait, oui, est-ce que oui, il faut faire du nurturing, est-ce que oui, il faut augmenter la confiance, la maintenir, etc. Est-ce que oui, voilà, je sais pas, je vous laisse. Franchement, si vous avez des contre-arguments, moi je suis preneur parce que je reste ouvert d'esprit et peut-être je me trompe. Moi, ça m'arrive très souvent de me tromper, donc je suis ouvert. Dites-moi. Mais sérieusement, j'ai eu ce petit sourire, mais en disant ça, mais vraiment. Après, un autre exemple. On a ici coût d'acquisition versus coût de fidélisation. Ok, acquérir un nouveau client. Ok, ça c'est d'après les études. Normalement, les études elles disent 7 fois, mais ici, je vous parle de Bain & Company. C'est une petite société qui partage du coup cette étude. Elle estime que pour eux, l'acquisition d'un nouveau client coûte entre 5 à 25 fois plus cher que de fidéliser un client actuel. Les études en marketing disent que ça coûte à peu près 7 fois. Eux, ça va jusqu'à entre 5 à 25 fois plus cher. Donc, plutôt que de fidéliser quelqu'un. Donc, vous avez une liste de gens qui ont signalé, qui ont levé la main. C'est comme ça, vous avez dit, est-ce que vous avez tel problème? Vous aviez une foule de gens devant vous. Est-ce que vous avez tel problème? Moi, j'ai une solution. Est-ce que vous êtes intéressé? Les gens ont levé la main. Ils ont dit, moi, je suis intéressé. Moi, j'ai ce problème. Moi, ce que tu fais, ça me parle. J'ai besoin de résoudre ça. OK? Donc, OK. Et vous leur dites, venez, je vais vous aider. Vous parlez de votre solution. Bon, il y en a qui achètent, il y en a qui n'achètent pas. Ceux qui n'achètent pas, qu'est-ce que vous faites? Vous les envoyez balader. Ça n'a aucun sens. Ça vous coûte entre 5 à 25 fois plus cher d'aller trouver un autre prospect parce que derrière, il va falloir créer des pubs, il va falloir créer du contenu, il va falloir payer ces publicités pour qu'elles soient diffusées, peut-être booster aussi ses posts, etc. pour qu'il y ait vraiment plus de visibilité, etc. Tout ça, ça a un coût. Et puis derrière, il va falloir peut-être justement faire un séminaire, organiser un séminaire, organiser un challenge, je veux dire, organiser un webinaire. Et tout ça, ça prend du temps et ça coûte de l'argent.
Donc, bah oui, ça coûte entre 5 à 25 fois plus cher. Alors que bah, j'ai un client qui a acheté. Comment ça se passe chez Jody? Il a acheté une fois. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Comment on maintient la relation? Eh bien, on s'écrit. C'est comme un ami. Tu as rencontré quelqu'un en vacances. Bon, peut-être quoi. Voilà, tu as rencontré quelqu'un en vacances cet été, très sympathique. Bah, comment tu maintiens la relation? Bah, tu lui écris. Vous vous écrivez, vous vous appelez, et puis peut-être une fois, vous allez vous voir vous allez vous revoir en vrai. Vous organisez, bah tiens, c'était super sympa, on a bien accroché, ça te dirait qu'on se revoit. C'est comme ça qu'on crée une relation. C'est en passant du temps avec les gens. Donc, concrètement, comment ça se passe avec Jody? Bah, nous, on envoie 3 newsletters, 3 emails calibrés pour la confiance, pour la garder, pour maintenir l'intérêt en nous, pour augmenter la confiance que les gens ont en nous et en eux, parce qu'on sait aussi que des fois, ils ont peur de pas y arriver, peur d'échouer. Et on fait ça, et on maintient la confiance. Et on vend rien, d'ailleurs. Et puis, à un moment venu, il y a un moment qui arrive où on dit, bah, et si on se rencontrait? Bah, j'organise un live, j'organise un challenge, j'ai un événement, j'ai quelque chose de spécial à vous partager. Est-ce que ça vous dirait de venir? Et les gens viennent, parce qu'on a gardé l'intérêt. Ils ne sont pas passés à autre chose. Ils ont toujours ce problème, il est toujours pas résolu. Et Jody a la solution. Donc venez. Et les gens ne nous oublient pas, parce que il faut être honnête. Les gens qui sont dans votre liste, ils sont dans la liste de vos concurrents. Okay? Et non seulement ils hésitent, et pire encore, c'est que, mettons que vous vendiez une formation pour aider, je sais pas, les gens, les entrepreneurs à gagner du temps, à être plus productifs avec l'IA. Ok? Bah, vos concurrents, c'est pas que les gens qui proposent des solutions dans ce sens-là, mais c'est également le type qui cible avec ses pubs et ses contenus les mêmes personnes en leur disant mais viens plutôt chez moi, achète pas cette formation, en d'autres termes, n'achète pas cette formation sur l'IA, on s'en fout, achète plutôt ma formation sur l'investissement en bourse. Et on a un autre qui va dire non, non, viens plutôt avec moi apprendre à investir dans l'immobilier. Et non, non, oublie, moi je vais t'expliquer comment monter un business à 100K par mois. Tu vois. Donc en réalité, tu es en concurrence avec tous les autres formateurs. Parce que ben, les entrepreneurs, ils sont curieux et ils ont de multiples centres d'intérêt. Donc du coup, c'est d'autant plus important de garder le lien. C'est d'autant plus important de garder la confiance. Parce que il y a à boire et à manger partout. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut être régulier. C'est pour ça qu'il faut être là. C'est ce qu'on fait avec Jody, avec ses newsletters notamment. Ok. Autre partage, celui-là, il est vraiment incroyable, incroyable. C'est une entreprise qui s'appelle, d'ailleurs, c'est toujours, là, il s'agit de Bain & Co. Non, c'est une autre entreprise, Bain & Co. Non, d'ailleurs, c'est la même. Donc, cette entreprise, elle démontre aussi dans cette étude qu'en améliorant légèrement la fidélité d'un client, ça multiplie ses profits de manière exponentielle. On va voir ça. Donc, en augmentant seulement de 5% la rétention, 5%, vous augmentez les bénéfices de 25 à 95%. Donc, je répète, en augmentant seulement de 5% la rétention, ok, les gens vraiment y restent, ils ont apprécié, c'était super. Vous pouvez augmenter votre rentabilité de 25 à 95%. Donc, pourquoi s'épuiser à tout mettre sur l'acquisition, alors que tu augmentes juste la qualité de ce que tu fais. Et des fois, tu n'as même pas besoin d'augmenter la qualité de ce que tu fais, tu as juste à arrêter avec ce copywriter qui survend ton truc et qui te met dans la mouise parce que tu peux pas délivrer ce qu'il est en train de te promettre. Okay. Parce qu'il est en train de leur mentir, parce qu'il est en train de tricher. Il pense qu'il faut arnaquer les gens. Et il faut voler l'argent, il faut aller le prendre. J'ai plus le mot, mais voilà, il faut aller leur prendre l'argent dans la poche. Et c'est des mercenaires. Et toi, ce que tu veux, c'est vraiment la question que je te pose. Et vraiment, je vais faire un petit break pour que tu réfléchisses.
Est-ce que tu veux t'associer à un mercenaire ou à un partenaire? Moi, je me positionne comme un partenaire, évidemment. Moi, ça m'intéresse pas de faire du one shot. Moi, ça m'intéresse pas de prendre un client, faire une mission, bombarder les gens de 15 mails jour, des SMS, euh, l'appeler, demander au closer de les appeler, etc. Et de par tous les moyens, peu importe, en inventant une fausse urgence, en inventant une fausse promo, en inventant une fausse valeur, en donnant des fausses valeurs à des choses. Ah oui, ce truc, ça vaut 10 000 euros, là, tu as 100 000 euros de bonus, mais là, machin. Voilà. Où est-ce que tu veux un partenaire? Tu veux quelqu'un qui est côte à côte avec toi, qui défend tes intérêts et qui veut que tu aies une entreprise pérenne, en fait. Et qui veut que tu fasses encore plus de cash parce que l'autre copywriter, il veut juste que tu fasses une vente. Alors que moi, je veux que tu en fasses 1000 et à vie. Tu comprends? Enfin, bref, à réfléchir. Ici, tu augmentes de 5%, ok? Ta rétention, tu augmentes, tu doubles ton chiffre d'affaires, typiquement. Ça c'est les bénéfices. Les bénéfices. Parce que tu as beaucoup moins de coûts d'acquisition. Là, je voulais vraiment partager un dernier exemple. Parce que là, on est en train de voir, parce que c'est ce qu'on a discuté tout à l'heure. On disait, bah oui, Francisco, dans l'infoprenariat, mais tout le monde fait comme ça. On est en train de voir que des entreprises dans d'autres domaines ne font pas ça et cartonnent. Donc pourquoi pourquoi est-ce qu'on fait pas ça dans l'infoprenariat? Moi, ma théorie, c'est que l'infoprenariat, ça a 10, 20 ans. Moi, je dirais même ça a 10 ans réellement. Ok, il y a des gens qui ont peut-être commencé il y a 20 ans, machin, ils vendent déjà des formations sur Internet. Oui, voilà. Ça existe depuis 10 ans. Donc, c'est très jeune. C'est très immature. Ça n'a pas d'expérience. Donc, ça commet des erreurs de débutants. Que des entreprises, des PME, des SaaS et des grands groupes, cotés en bourse notamment, bah, eux, ils font plus ces erreurs. Eux, ils ont compris qu'il faut pas faire des grosses promesses et décevoir les gens. Ils ont compris qu'on veut pas ce type de copywriter. Ok? Donc là, on va voir un exemple avec Icon. C'est une entreprise qui propose des services B2B. Et donc, eux, ils ont des solutions d'outsourcing. Et ils retirent 80% de leur chiffre d'affaires de leurs clients actuels. 80% de leur chiffre d'affaires vient de leurs clients existants déjà. Ok? Et comment est-ce qu'ils font ça? Ben, via des recommandations. Ok? Le bouche à oreille. On fait tellement du bon boulot. On nous a, enfin, les promesses qui nous ont été faites sont alignées avec ce qu'on a. Aussi bête que ça, ben, on a envie de recommander. On est content. Voire, on est encore plus satisfait parce qu'on nous a promis ça. On va dire, on nous a promis un 9 sur 10 et on se retrouve avec un 10 sur 10. C'est la bonne surprise. Donc, on recommande. Donc, finalement, tes clients deviennent tes ambassadeurs. Ils deviennent tes commerciaux. C'est eux qui vendent pour toi. Ça, c'est gratuit. Tu comprends que là, du coup, les coûts d'acquisition sont bien plus faibles. Ok, voilà, ça me semble logique. Je pense que tu arrives à comprendre. Autre chose qu'ils mettent en place, des upsells et du cross-sell, évidemment. Il faut une gamme de produits, ça on l'a déjà vu tout à l'heure avec l'exemple de Jody. Autre chiffre, et après on va bientôt conclure, on arrive vers la fin. Autre chiffre qui est époustouflant. Cette même entreprise, du coup, Icon, là, ils ont une loyauté et une rétention, un taux de rétention de 98,8%. Ça veut dire pratiquement 100% des gens qui achètent leur service achètent encore et encore. Ici, c'est du coup des solutions d'outsourcing, service B2B. Je ne suis pas allé voir ce que faisait exactement Icon en détail, mais peut-être que c'est
une formule d'abonnement, mettons que c'est peut-être ça, c'est-à-dire que 98,8% des gens, une fois qu'ils deviennent clients, ils restent clients et ils partent pas. Et ils ne partent jamais. Imagine maintenant que ton business pensait de A jusqu'à Z pour faire ça. Qu'est-ce qui se passerait si tous les gens qui sont clients déjà chez toi, étaient clients encore demain, après-demain, tous les ans, de manière constante, ils achètent tous tes produits tout le temps chez toi. Qu'est-ce qui se passerait? Donc, et ici, ce qui est intéressant, évidemment, c'est de savoir comment est-ce qu'ils font ça. Et ça, moi, j'ai trouvé vraiment exceptionnel. Donc, comment ils parviennent? Donc, ils ont mis en place un process, un système, pour offrir évidemment une expérience remarquable et agir surtout sur les feedbacks. Donc, par exemple, chaque feedback client qui nécessite une amélioration débouche sur un plan d'action de 90 jours qui est élaboré avec le client concerné. D'accord? Donc ça veut dire que, évidemment, il crée la meilleure expérience client, le meilleur copywriting qui est aligné avec ce que les gens vont avoir. Tout est bien pensé, réfléchi. Mais malgré tout, il y a toujours des feedbacks. Il y a toujours un client qui dit « Ah oui, mais il y a ce problème. Oui, mais à ce moment-là, il y a eu ça. » Donc, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de dire ce client il n'a pas le mindset, et je vois par exemple, j'ai vu certaines anecdotes qui sont racontées entre entrepreneurs, des gens un ami entrepreneur qui m'a rapporté que l'un de ses clients, à chaque fois qu'il a un mauvais avis sur Trustpilot, il appelle Trustpilot pour qu'il supprime l'avis, et il fait tout pour se justifier, pour expliquer qu'en fait ce client il n'a rien essayé d'appliquer, ou alors qu'il n'est pas client chez eux, etc., etc. Bien sûr que ça existe. Donc en gros, ce qu'il dit, c'est pas de ma faute, c'est pas moi, c'est les autres. C'est pas de ma faute à moi, c'est le client qui est pas bon. C'est pas mon entreprise. Non, en aucun cas. Moi, je fais toujours tout bien. Voilà. Il m'a raconté d'ailleurs qu'il avait, ce client-là avait un énorme ego et pensait tout savoir sur tout. Et ça, c'est un vrai risque quand on se met sur cette tour d'ivoire. On n'a pas cette capacité à rester humble, à rester ouvert d'esprit, et de peaufiner, d'accepter que on se trompe, et que peu importe qui on est, peu importe le chiffre d'affaires qu'on fait aujourd'hui, il va falloir améliorer quelque chose pour justement casser ce plafond de verre, justement aller chercher cette rentabilité, justement ne pas faire du surplace. Okay, donc là, c'est exactement ce qu'ils font chez Icon. Okay, chaque feedback client est pris au sérieux. On élabore un plan d'action, donc vraiment des actions vont concrètement être mises en place, et ce plan, il est élaboré avec le client. Ça, c'est incroyable. Comment se sent le client? Même s'il a eu une mauvaise expérience, il se sent écouté, il se sent respecté, il se sent important, parce qu'on le fait participer. Donc, d'ailleurs, il y a une étude aussi qui démontre ça. Là, j'ai pas le chiffre en tête, mais ça serait bien que j'ai le chiffre, mais je l'ai plus. Mais c'est un chiffre assez impressionnant. C'est-à-dire que suite à une mauvaise expérience, ça arrive à tout le monde, même dans les meilleures entreprises, si le service client a été excellent, les gens, ça augmente les probabilités d'acheter derrière, ça les multiplie par 2 ou par 3, par 4, je ne sais plus quel était le chiffre. Et c'est ça qui est exceptionnel ici. Donc, même si le client est insatisfait et on pourrait se dire, là, lui, il est perdu, tant pis, on le reverra plus jamais. Non. Vu qu'on le prend au sérieux, vu qu'on l'écoute, vu qu'on le fait se sentir important, parce qu'il élabore avec nous le plan d'action, et qu'ensuite, de manière évidemment concrète, on ne fait pas juste le plan, on met des actions en place et on corrige le problème, du coup, on arrive, ici, ils arrivent jusqu'à 98,8% de rétention. Bien sûr, vous pourriez me dire, ok, t'es gentil Francisco, mais voilà, moi j'ai besoin de vendre, et je remarque que
bah plus mon copywriter fait de promesses, plus on met de la pression et de l'urgence, plus voilà, plus on fait augmenter artificiellement la valeur des choses, plus les gens ont envie d'acheter. Et si je suis juste réaliste et de manière factuelle, et si je décris juste ce que les gens vont vraiment avoir, ça va pas les motiver, ils vont procrastiner. Et si je leur dis que le produit est disponible tout le temps, bah ils vont pas se bouger, etc. Étonnant. Enfin, ça m'étonne pas d'ailleurs, mais ce qui est étonnant, c'est que bah, pourquoi dans d'autres secteurs, encore une fois, l'infoprenariat, ça a 10 ans, dans d'autres secteurs, dans d'autres domaines, dans d'autres marchés beaucoup plus matures, typiquement je pense à la tech, comment ça se fait que Apple, bah, quand ils te vendent par exemple un iPhone, bah, est-ce que eux, ils font un lancement qui est terminé dans le temps? Non, on peut acheter les iPhones en permanence. Est-ce que eux, ils te font des fausses promesses en te disant avec ce téléphone, vous allez pouvoir, je sais pas moi, je sais pas, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Vous allez pouvoir, bah, je sais pas, un truc complètement bidon qui pourrait faire. Putain, je suis en panne d'inspiration là sur le moment. Je sais pas, il va pouvoir griller votre pain, il va pouvoir recharger votre voiture électrique, Non, on vous raconte pas n'importe quoi. On vous dit, bah voilà, ça c'est les fonctionnalités. Et puis bah quand on l'achète, bah on a exactement ce qu'on nous avait promis, tiens. Donc il n'y a pas de fausse promesse, il n'y a pas une fausse urgence, il n'y a pas une fausse promo. Cet iPhone, normalement, il est vendu 5 000 €, mais aujourd'hui, si vous le prenez, il est vendu. Non, il n'y a pas de fausse promo. D'ailleurs, Apple, je ne suis pas sûr qu'ils fassent des promos. Ah, donc, finalement, toutes ces tactiques sales de ces copywriters, bah, on les retrouve pas finalement. Toutes ces tactiques de vente là, moi je retrouve pas chez Apple. Je suis pas harcelé de SMS pour essayer de me vendre le prochain iPhone. Je suis pas harcelé de 3 mails par jour en me mettant de la pression pour acheter. Je suis pas, on m'envoie pas des témoignages clients, je le mets entre guillemets, ou des fois c'est des potes ou c'est des gens à qui on a rendu un service. Voilà, on va mettre en avant la meilleure citation. Voilà. Je vois pas ça. Je retrouve rien de toutes ces techniques, et pourtant Apple, récemment et encore peut-être quelques années, c'était l'entreprise la plus valorisée au monde. Donc, en d'autres termes, si vraiment le critère c'est l'argent, bah c'était la meilleure entreprise du monde. Tiens, comme c'est bizarre, tu vois. C'est quand même étonnant. Donc les meilleures entreprises au monde, et on parle bien sûr d'Apple, mais si tu regardes, est-ce que Google fait ça? Est-ce que quand tu vas à la Fnac, on fait ça? Est-ce que, je sais pas, quand tu vas chez Carrefour, ils font ça? Enfin, je sais pas. Qui, à part les infopreneurs, fait ça pour vendre? Bah, moi, je le vois pas. Je retrouve aucun autre secteur. Et pourtant, est-ce que les gens achètent, est-ce qu'ils achètent de la nourriture tous les jours? Bah, il me semble que oui. Est-ce qu'ils achètent bah, des produits tech tous les jours? Bah ouais. Est-ce qu'ils achètent des voitures tous les jours? Oui. Est-ce que les gens achètent? Il y a des milliards et des milliards et des milliards de revenus de manière permanente depuis des centaines et des centaines d'années, qui sont générés par un autre type de vente. Mais dans l'infoprenariat, alors nous c'est l'exception qui confirme la règle. Ouais. Chez nous, c'est juste pas possible. Nous, ça sert à rien d'aider les gens, ça sert à rien Enfin, c'est pas, je dis pas que les infopreneurs n'aident pas les gens. Évidemment qu'ils les aident. Le problème, c'est qu'on a le sentiment, à cause du copywriting qui est employé et des tactiques de vente qui sont employées, bah qu'on se fait avoir en fait. Et cette mauvaise réputation qu'a ce marché, bah elle vient bien de quelque part. Et moi, mon ambition, c'est de réparer ça. C'est ça mon problème. Donc aujourd'hui, ben je me présente plus comme un copywriter parce que je me retrouve plus dans ces pratiques. Aujourd'hui, je suis ingénieur relationnel et mon objectif, c'est d'aider les business, des infopreneurs qui sont des gens. Franchement, c'est merveilleux de vouloir aider les gens. Qu'est-ce qu'il y a de plus important
que de vouloir aider les gens, que de vouloir les aider à élever leur niveau de conscience, à s'améliorer. Enfin, quelle plus belle quête y a-t-il au monde que de vouloir aider les gens. Et moi, je suis convaincu qu'on peut les aider, je suis convaincu et qu'on peut faire les choses d'une autre manière et que c'est possible de réussir 10 fois mieux en enlevant toute cette couche de crasse et de se sentir bien et de se sentir fier. Donc vraiment, si ça te parle, bah voilà, tu peux m'écrire par mail à francisco@systemmarketing.fr. Évidemment, si tu veux, tu peux aller sur mon site systemmarketing.fr et regarder un petit peu ce que je propose. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Je voulais juste terminer par te faire un dernier appel à l'action. Si tu as envie de me partager, si tu n'es pas du tout d'accord, si tu penses que je me trompe, mais envoie-moi un message aussi. Moi, je suis ouvert, j'ai envie d'apprendre, je veux rester humble, même si au fond de moi, je pense ne pas me tromper, mais voilà, sait-on jamais. Sait-on jamais. Et si tu penses être d'accord et si tu as aussi des témoignages à partager dans ce sens-là, des expériences, bah, je suis ouvert. Et voilà, si tu as même envie de venir en parler dans le podcast, bah, pourquoi pas, fais-moi signe. Allez, à très vite pour un prochain épisode. Salut.